Bonjour, nous laisserons quelques minutes à celles et ceux qui sont en train de se connecter et nous démarrerons notre webinaire. Chers participants, nous laisserons encore une minute à celles et ceux qui se connectent et ensuite nous allons commencer. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes contents que vous vous ayez connecté à ce webinaire. Nous allons commencer notre webinaire alors que les autres continuent à se connecter parce que nous avons seulement 1 heure. Je m'appelle Eva Latrop. Je suis obstétricienne et gynécologue et directrice principale de la santé reproductive maternelle et néonatale et infantile chez Jepaigo. Je dirige un vaste portefeuille de programmes dans plus de 30 pays, dans plus de 160 pays. Ça me fait plaisir de faire partie de ce webinaire sur le TXA, comment rendre le TXA disponible et abordable et accessible à chaque femme présentant un cas d'HPP. Le TXA a trouvé ses preuves pour réduire le décès maternel, et y compris dans le cas de l'HPP. Mais beaucoup de femmes ne le reçoivent pas pour une grande variété de raisons. La raison principale, c'est le fait qu'il n'est pas disponible et il n'est pas abordable. Le coût humain est beaucoup plus important que le prix de ce produit. Nous avons parmi nous aujourd'hui des intervenants qui nous aideront à répondre à quelques questions. De nouvelles données probantes, et telles que TX administré par voie intramusculaire pourraient-elles contribuer à élargir l'accès au traitement? Que faudrait-il pour rendre le texte plus abordable dans les pays où il pourrait avoir plus d'impact? En ce qui concerne la tarification, les stratégies d'approvisionnement, quelle stratégie pourrait améliorer cet accès? Et comment transformer ces enseignants issus de ces travaux en actions concrètes? Restez avec nous pendant 1 heure et nous espérons apporter des réponses à toutes ces questions. La session d'aujourd'hui durera environ 60 minutes. Elle comprendra un mot d'ouverture, trois présentations, euh, un éclairage national, puis une séance de questions-réponses avec nos éminents intervenants. Si vous avez des questions pendant le webinaire, cliquez sur l'icône QR situé au bas de votre écran et soumettez vos questions là-bas. Si vous ne voyez pas cette icône, cliquez sur l'icône plus avec 3 petits points au bas de votre écran et sélectionnez questions-réponses. Si votre question s'adresse à un intervenant en particulier, merci de le préciser lors de votre soumission. Ce webinaire est multilingue et bénéficie d'une interprétation simultanée en français ainsi que d'un sous-titrage en espagnol et en portugais. Pour écouter le webinaire dans la langue de votre choix, cliquez sur l'icône interprétation située en bas de votre écran. Si cette icône n'apparaît pas, cliquez sur plus avec 3 points et sélectionnez interprétation. Veuillez noter que l'une de nos présentations sera donnée en français. Donc, si vous souhaitez suivre cette intervention en anglais, merci de sélectionner le canal d'interprétation correspondant. Aussi, des sous-titres sont également disponibles. Pour cela, activez les sous-titres, activez la traduction et choisissez la langue préférée.
Si cela n'apparaît pas, choisissez encore, cliquez sur les trois petits points que vous voyez. J'ai le grand plaisir de présenter le docteur Alison Moran, qui ouvrira notre session. Alison dirige l'équipe de santé sexuelle et reproductive maternelle et néonatale au sein du département de santé sexuelle et reproductive, santé de la mère, du nouveau-né à l'OMS. Elle a plus de 25 ans d'expérience et elle a travaillé dans la mise en œuvre des programmes ainsi que le suivi et l'évaluation des initiatives en santé maternelle. Elle a de l'expérience dans plus de 20 pays. En ce moment, elle a une nomination honoraire à London School of Hygiene and Tropical Medicine. Alison, merci beaucoup de faire partie de ce webinaire. Je vous prie de poursuivre avec votre intervention. Merci beaucoup, Eva. Merci à tous les organisateurs de nous avoir inclus. C'est en effet un honneur pour moi de présenter mon discours d'ouverture. Comme vous le savez tous, nous savons que les hémorragies de postpartum sont une des complications les plus complexes de la naissance et cela représente un cinquième des décès maternels avec 70 000 morts de l'HPV chaque année, une tragédie qui est prévisible et inacceptable. Comme Eva a dit, ce ne sont pas seulement des statistiques, ce sont des mères, des sœurs et des filles dont les vies auraient pu être sauvées à temps. C'est pour cette raison, l'OMS vise à prévenir et à prendre en charge l'HPP et ses complications avec une initiative importante vers le développement, l'objectif de développement durable pour réduire les décès maternels à un chiffre très, très bas. Nous disposons des outils, nous avons les stratégies et en 2025, l'OMS, avec FIGO et ICM, a conjointement publié les lignes directrices pour la prévention diagnostique et les traitements des hémorragies postpartum avec les recommandations pertinentes autour de la prévention, la prise en charge et le traitement des hémorragies postpartum. Une des recommandations, c'est d'utiliser une approche opportune pour la prise en charge de l'HPP avec euh, les mesures objectives des saignements, un diagnostic à temps et aussi une utilisation de paquets de traitement pour toutes les femmes qui ont un accouchement vaginal. Si un HPP survient, le paquet de soins est la première ligne d'intervention avec le massage utérine, administration de nageant oxytocique et le TXA avec des fluides intraveineux et pour le suivi si jamais le cas s'aggrave. Il y a aussi des stratégies de mise en œuvre qui sont présentées dans ces recommandations. Cela comprend également les situations d'urgence. Nous utilisons les champions aussi en tant qu'agents de transformation pour mieux comprendre ces problématiques. Donc, ce paquet est en fait administré et chez les personnes qui ont un accouchement vaginal. Et cela pourrait diminuer le risque de 60% pour l'HPP en prévenant les saignements excessifs. Donc, c'est en effet une intervention très efficace, mais il est important de nous rappeler que l'ensemble de ces éléments de paquet devraient être fournis pour faire en sorte que ce soit efficace. Si vous n'avez pas le TXA, vous n'avez pas votre paquet de soins complet. Le TXA est recommandé par l'OMS pour le traitement de l'HPP et cela fait partie des paquet de traitements standardisés. Vous savez que le TXA est abordable, facile à administrer et disponible dans des contextes médicaux parce que cela a été utilisé aussi pour les traumatismes et la chirurgie. Ça figure dans la liste essentielle des médicaments de l'OMS pour le traitement des personnes avec les traumatismes. Cela a été mis à jour en 2029 pour l'intégrer dans les questions de santé reproductive aussi. Cela nous laisse une opportunité, notamment au ministère de la Santé, aux ONG, aux associations nationales et internationales, les associations professionnelles et de société civile, de faire le plaidoyer pour l'inclusion du TXA dans leur contexte respectif. Ces recommandations sont basées sur les données probantes, mais il y a aussi les barrières qui existent qui empêchent son intégration au traitement de l'HTT. Donc, ce webinaire aujourd'hui nous laisse l'opportunité d'apprendre sur ce qui marche et ce qui ne marche pas pour que nous puissions identifier les enseignements appris, les leçons tirées des autres cas pour que nous puissions utiliser le TXA pour combattre les décès maternels. Merci beaucoup, Eva. Je vous rends la parole.
Merci beaucoup, Alison, de nous avoir donné ce contexte. C'est un rappel important. Si vous n'avez pas le TXA, votre paquet de soins n'est pas complet. C'est pour ça que nous y consacrons tout un webinaire. Merci beaucoup, Alison. D'accord, je suis maintenant ravi de vous présenter notre première intervenante, Dr. Catherine Kerr, qui est épidémiologiste au sein de la Clinical Trials Unit de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Elle est spécialisée dans la synthèse des données probantes et des essais cliniques. Ses travaux portent sur les revues systématiques ainsi que sur des grands essais cliniques internationaux randomisés évaluant les effets du DXA chez les patients présentant des hémorragies sévères, notamment les essais dits Crash 2, Crash 3, aussi Woman 2 et IM Woman. Catherine nous présentera son intervention intitulée Le TXA dans la prise en charge de l'HPP, données probantes, recommandations et perspectives d'avenir. Catherine, je vous cède la parole. Merci beaucoup de m'avoir présenté et aussi de m'avoir laissé l'opportunité de prendre la parole à ce webinaire. Je suis très heureuse de présenter mon groupe. Et en tant qu'équipe, nous avons fait de la recherche. Nous avons fait de la recherche consacrée aux effets du TXA et cela depuis 20 ans. Nous avons été impliqués dans de grands programmes, y compris des des essais cliniques à grande échelle. Et nous avons fait des contributions significatives aux données probantes dans ce domaine. Et pendant les 15 minutes à suivre, je vais vous parler de nos essais et les données probantes à notre disposition pour souligner l'importance du TXA et quelle influence cela a eu sur les lignes directrices mondiales. Et nous présenterons la recherche pour vous dire comment nous pourrons sauver plus de vies avec le TXA. Avant de démarrer, je voudrais juste passer un moment sur la reconnaissance de ces deux chercheurs japonais sans lesquels nous ne serions pas en mesure de tenir ce webinaire aujourd'hui. Je parle de Utako Shusuke Okamoto. C'était un couple de chercheurs qui travaillaient dans des circonstances très difficiles dans un Japon post-guerre. Ils travaillent dans un laboratoire avec leur fille, comme vous pouvez voir, et ils ont découvert les effets du TXA. Et même si cela a eu il y a des décennies, ce n'était que récemment que le potentiel salvateur du TXA a été compris. Après cette découverte, il a été utilisé dans une façon limitée dans des procédures chirurgicales, notamment euh, quand il y avait des saignements, et ça a été prescrit pour des femmes qui souffraient des pertes sanguines excessives pendant leurs règles. Mais nous comprenons aujourd'hui que c'est potentiellement un élément salvateur. Il y a quelques décennies, et je suis fier de vous dire aujourd'hui que c'était grâce aux efforts de mon équipe avec laquelle je travaille, et nous avons commencé avec le essai Crash 2 et nous étions focalisés sur la recherche sur le trauma. Donc, le premier essai que nous avions fait, c'était Crash 2 avec plus de 2000 patients souffrant de trauma et nous avons vu que le TXA réduisait les décès chez ces patients. Et avant même que les résultats soient publiés, Fois que les résultats ont été connus, il y avait beaucoup d'obstétriciens qui travaillaient dans nos hôpitaux, surtout dans les départements d'urgence, qui nous ont contactés pour nous dire que c'est bon, ces travaux sur le traumatisme, mais il y a d'autres euh, départements dans l'hôpital où les femmes meurent dû aux hémorragies. Et il y avait très peu qu'ils pourraient faire parce qu'il n'y avait pas de médicaments à leur donner. Donc,
vraiment, on devrait y agir. Et une fois que nous avons compris le potentiel de l'acide tranexamique, euh, et c- en fait, on a dû mener un essai euh, pour l'utiliser dans le cadre de l'hémorragie du postpartum et nous avons commencé un essai clinique. Donc, il y avait un essai woman avec des patientes randomisées avec 20 000 femmes diagnostiquées de l'HPP. Et puis, on a vu des résultats favorables. Et il y avait des essais sur le saignement gastro-intestinal et les traumatismes crâniens. Et puis, on a pensé à la prévention. On a vu l'essai avec des femmes présentant des anémies lors de l'accouchement. Et puis, nous avons Women 3, des femmes qui ont leurs règles. euh, et nous avons d'autres essais preview. Donc, nous ne sommes pas le seul groupe qui ont mené des recherches sur le TXA et nous avons été encouragés par des résultats de Crash 2. Il y avait d'autres groupes qui ont été menés des essais de haute qualité pour améliorer des données probantes euh, sur les effets de l'acide tranexamique et sur d'autres conditions de saignement. Donc, maintenant, nous avons une base de données probante assez forte pour l'utilisation de l'acide tranexamique. Donc, quelles sont les données probantes? Cette diapositive vous montre, vous donne une méta-analyse qui combine les données de nos essais et d'autres essais de haute qualité qui ont été menés pour explorer les effets de l'acide tranexamique euh, dans une période de 3 heures après le commencement de saignement. Dans différents contextes de saignement, par exemple le traumatisme, la chirurgie, l'obstétrique. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais ce graphique nous montre que l'effet de l'acide tranexamique pour les différents résultats de saignement est cohérente. Euh, Donc, les estimations que vous voyez, en fait, vous avez des boîtes carrées. Donc, à gauche, c'est la ligne verticale. Cela vous montre, c'est la ligne de pas d'effet. Et, et puis, nous avons intervalles de confiance. C'est la ligne horizontale qui vous montre les intervalles de confiance. Et les estimations ne vont pas au-delà de 1. Donc, le message est que l'effet de l'acide tranexamique est très cohérent dans différents contextes. C'est très élargi. L'effet estime que à peu près 20 à 30% des résultats sont cohérents. Et cela réduit les problèmes liés au saignement par 20 à 30%. Et euh, nous nous focalisons sur l'HPP et les estimations nous montrent que euh, cela réduit le risque de mortalité par 23%. Cependant, c'est juste une partie des données probantes. Il faut aussi penser aux résultats de saignement. Et est-ce qu'il est sûr? Donc, c'est antifibrinolytique et il y a des préoccupations sur les problèmes de thrombose. Mais nous n'avons pas vu des données probantes lors des essais et nous n'avons pas trouvé des données probantes sur les risques augmentés liés aux thromboses. Donc, encore une fois, les carrés sont très proches à 1. En fait, les intervalles de confiance sont très larges, cela dépasse 1. Donc, cela veut dire que dû aux thromboses, les problèmes de thrombose sont extrêmement rares, mais il y a des incertitudes dans ces estimations. Alors, cela nous montre
qu'il n'y a pas de données probantes d'un risque augmenté de thrombose. Donc, comme Alison nous a dit, euh, à la base des résultats de l'essai Bowman sur acide tranexamique, les recommandations ont intégré le TXA et il y avait aussi une liste de médicaments essentiels où le TXA a été ajouté. euh, et, et puis, cela a été intégré dans les recommandations sur l'HPP par les organismes mondiaux, surtout OMS, FIGO. Et c'était vraiment quelque chose d'important. L'acide tranexamique était le seul médicament dont les essais contrôlés randomisés pour réduire la mortalité due au saignement. Alors, cela a pu influencer les recommandations et c'était une grande étape dans les soins obstétriques. Et une question a été posée. Donc, pour quelques femmes, ce que nous avons vu, quelques femmes ont été diagnostiquées, diagnostiquées de hémorragie de postpartum et c'était trop tard pour elles. Et nous voyons que les femmes meurent très rapidement dû à l'hémorragie du postpartum. Donc, nous avions été préoccupés que l'attente d'un diagnostic de l'HPP peut être trop tard, peut retarder les choses. Donc, il doit être un cas où l'acide tranexamique doit être donné à toutes les femmes qui accouchent, surtout celles qui sont à risque élevé de mourir de l'hémorragie de postpartum. Évidemment, chez les femmes où le risque est très bas, cela ne pourrait pas être approprié euh, et ce n'est pas ou efficace, mais peut-être pour les femmes pour lesquelles cela est nécessaire, nous avons mené une étude de modélisation où nous avons estimé les seuils de risque de mort dû à l'hémorragie de postpartum et il y avait un avantage net de donner le TXA à toutes les femmes au moment de l'accouchement. Et ce que nous avons trouvé, qu'il y avait un avantage net si nous donnons l'acide tranexamique dans des contextes où le risque de décès était euh, euh, là. Donc, nous avons cette carte des pays. Nous avons vu euh, ce- cette couleur rouge dans l'Asie du Sud, l'Asie Sud-Est, Amérique du Sud et Afrique. Et nous avons trouvé que l'acide tranexamique est co-efficace dans seulement 17 pays, marqué en bleu. Donc, je dois dire, ce serait pertinent à nos prochaines discussions. Cette analyse que nous avons utilisée, c'était à la base d'un seul prix de TXA. C'était les prix du Royaume-Uni. Et pour couvrir les coûts d'administration, on a vu que c'était juste un petit peu moins de 5 dollars. Et en fait, nous avons vu que l'avantage clinique de l'acide tranexamique est clair. L'abordabilité est vraiment un obstacle de tirer profit des avantages de l'acide tranexamique. Et nous devons réaliser ces efforts. Actuellement, l'OMS recommande le TXA par voie intraveineuse pour quelques femmes. Cela veut dire que quelques femmes ne reçoivent pas l'acide tranexamique aussi rapidement parce que dans les cas d'urgence, dû au manque de personnel qualifié de santé,
l'accès par voie intraveineuse présente un obstacle dans le temps opportun. Donc, nous avons pris cette citation de l'OMS. Donc, euh, nous avons besoin de la recherche et voir d'autres routes d'administration. Et donc, on a un essai à I Am Woman qui fait une enquête sur les effets de l'acide tranexamique par voie intramusculaire. Et nous comparons cela avec le Texa par voie intraveineuse et placebo dans les femmes qui accouchent. Nous allons recruter 40 000 femmes pour l'essai et nous avons actuellement plus de 30 000 femmes recrutées des hôpitaux de l'Afrique et de l'Asie. Et les résultats seront disponibles l'année prochaine. Et nous espérons que cela va élargir l'opportunité pour le Texas à être utilisé pour une population plus élargie des femmes, telles que les femmes qui accouchent en dehors du milieu hospitalier, ou là où l'accès par voie intraveineuse n'est pas disponible. C'est ma dernière diapositive et je tiens à reconnaître que notre groupe mène des essais, de grands essais, et ce n'est pas possible sans des collaborateurs avec qui nous travaillons depuis 20 ans. C'est un privilège de travailler avec eux. Euh, Ils ont mené un travail acharné pour produire ces données probantes et aussi les patientes avec qui se sont portées bénévoles pour être inclus dans la recherche. Donc, nous reconnaissons leur contribution. C'est la fin de mon intervention. Je vous remercie de votre attention et je redonne la parole à Eva. Merci, Catherine. Cela nous rappelle ce qu'il faut pour aller en avant. Et comme vous avez dit, vous avez travaillé dans euh, ce secteur depuis 20 ans et on n'y serait pas là sans les bénévoles, les patientes, les chercheurs. Et nous attendons les résultats de votre prochain essai. Merci. J'ai le plaisir de présenter nos deux prochaines intervenantes. La première est Naoko Doe. Elle a 25 années d'expérience dans le secteur privé, dans le domaine de santé mondiale. Elle est spécialisée dans la planification stratégique, élaboration de politiques et le développement des marchés et le passage à l'échelle des produits de santé dans les contextes à ressources limitées. Elle euh, travaille sur l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels avec Jepaigo. Et nous avons aussi Beth Eager. Beth est directrice du programme pour le renforcement des systèmes de santé pour MedSure. Elle travaille avec euh, le renforcement de la prévision dans la chaîne d'approvisionnement et la distribution du dernier kilomètre pour améliorer l'accès aux médicaments de qualité garantie. Malco et Beth vont nous parler aujourd'hui du TEXA pour l'hémorragie de postpartum et pour avoir le TEXA de qualité garantie au coût efficace sur le marché. Merci Eva. Comme Catherine a dit, le TEXA est sûr et sauve des vies, mais l'abordabilité présente des défis. Donc, avec ma collègue Beth, nous allons vous présenter plusieurs initiatives pour rendre le TXA plus abordable et plus largement disponible. Donc, il y a euh, une collaboration entre Jepaigo et PAT dans le cadre du projet Amplifie. Donc, par rapport à l'Amplifie, cela a été lancé en 2022 dans Le quatre projet pays. Amplify a été lancé en 2022 dans 4 pays avec le partenariat de la FIGO et TUPAS et deux autres pays ont rejoint ce projet à la mi-2024 grâce au soutien financier de l'Union européenne. Nos travaux se sont articulés
autour des axes suivants: produire des données probantes pour éclairer le passage à l'échelle, renforcer les environnements favorables pour pérenniser les progrès et accroître la disponibilité de produits de qualité pour l'HPP à un coût abordable, avec pour objectif final de faciliter l'adoption précoce et le passage à l'échelle de ces produits destinés à la prévention, à la détection et au traitement de l'HPP. Au lancement de l'Amplify en 2022, nous avons réalisé des évaluations de marché afin de mieux comprendre la disponibilité et l'accessibilité financière de ces produits. Pour le TXA, nous nous sommes concentrés sur la présentation injectable à 100 mg par millilitre, conformément aux recommandations pour le traitement de l'HPP. Et pour le reste de ma présentation, c'est le produit sur lequel nous nous focaliserons. Les indications de l'HPP pourraient agrandir la taille du marché une fois que le financement est réalisé. Notre évaluation du marché a prouvé que les produits de qualité garantie ne sont pas globalement enregistrés dans les pays à faible et revenus faibles et intermédiaires. Et les produits de TXA de qualité garantie, quand ils sont disponibles, sont généralement plus coûteux que les produits dont la qualité n'est pas garantie. Donc, pour aborder ce défi de l'accessibilité limitée et de la qualité garantie. Avec United, nous avons lancé une initiative pour renforcer la fabrication pharmaceutique en Afrique. Le projet s'appelait MedSure. Beth vous en parlera en détail dans quelques instants. Mais l'objectif du projet MedSure est d'accompagner les fabricants africains afin qu'ils puissent mettre sur le marché des médicaments de qualité garantie proposés à des prix compétitifs, notamment le TXA. L'une des questions que se posent les fabricants souhaitant entrer sur ce marché est la suivante: à quel prix commercialiser le produit pour qu'il soit à la fois compétitif et abordable? Donc, le projet Amplify a cherché à répondre à cette question en faisant une analyse comparative des prix. Mais qu'est-ce que nous entendons dire par l'analyse compétitive comparative des prix? Ce sont des prix de référence utilisés pour évaluer le positionnement tarifaire d'un produit par rapport au marché. Ces références sont établies à partir d'informations de marché, notamment les prix actuellement payés par les acheteurs ciblés pour les produits équivalents et les niveaux de prix observés sur des marchés comparables. Donc, ces références permettent d'orienter les décisions tarifaires et d'évaluer différentes stratégies de lancement sur le marché pour les fabricants. Donc, nous avons abordé cette analyse comparative sous deux angles. Le premier consistait à comprendre les prix effectivement payés par les acheteurs principaux et le second visait à analyser les prix pratiqués par les fabricants concurrents. Donc, pour le prix d'achat, nous avons étudié deux catégories d'acheteurs. D'abord, les organisations des Nations Unies, parce que eux, ils exigent des produits préqualifiés par l'OMS ou approuvés par un autre organisme de réglementation pour les qualités et aussi des volumes consolidés à travers plusieurs pays. Aussi, nous nous sommes focalisés sur les distributeurs mondiaux approvisionnant les agences des Nations Unies et les ONG qui appliquent ces mêmes exigences. Ces informations ont été recueillies au moyen d'entretiens avec des personnes clés ainsi que par l'analyse des catalogues en ligne. Pour les prix pratiqués par les concurrents, nous avons utilisé les prix de vente de fabricants indiens de TXA, exportant vers des pays disposant d'autorités réglementaires strictes qui étaient listées par l'OMS parfois, et cela a été utilisé comme indicateur représentatif du marché international. Tous les prix analysés sont exprimés en FCA ou selon l'équivalent FCA, c'est-à-dire qu'ils n'incluent pas les coûts de transport international. Donc, en résumé, nous avons constitué trois ensembles de références de prix: les prix d'achat de l'ONU, les prix d'achat des distributeurs mondiaux, les prix de vente des fabricants concurrents. Donc, voici les résultats principaux de notre analyse. Les graphiques présentent le prix unitaire du DXA selon deux présentations. Donc, les ampoules de 5 millilitres et de 2 millilitres. Pour la présentation de 5 millilitres,
Les prix de référence les plus bas sont relativement similaires dans les trois groupes étudiés. Cela signifie qu'un prix compétitif sur l'un de ces marchés le serait également sur les deux autres. Cela présente également des opportunités de faire des économies pour les organisations des Nations Unies et pour les distributeurs mondiaux. Pour la présentation de 10 millilitres, le marché présente une fourchette de prix beaucoup plus large. Les prix de l'ONU se positionnent vers le moyen et vers le haut du spectre. Donc, à partir de ces résultats, nous recommandons pour un lancement sur le marché, pour le TXA, c'est un prix inférieur à 0,50 dollars américains pour une ampoule de 5 millilitres afin d'offrir le plus grand potentiel d'économie aux organisations des Nations Unies et aux distributeurs mondiaux. Et pour une présentation de 10 millilitres, une présentation est proposée à un prix inférieur à 1 dollar américain par ampoule. À ce niveau, ces prix seraient très compétitifs pour les principaux acheteurs internationaux, tout en restant concurrentiels sur le marché dans son ensemble. Bien entendu, d'autres facteurs tels que le délai d'approvisionnement ou la durée de conversion pourraient influencer leur compétitivité. Cela devrait être pris en compte pour décider du prix final. Et l'un des résultats les plus intéressants de cette analyse est toutefois que le prix d'une ampoule de 10 millilitres peut être comparable, voire inférieur à celui d'une ampoule de 5 millilitres. Il est important de préciser que les prix présentés ici correspondent au prix par ampoule. Donc, le prix de la présentation de 5 millilitres correspond au prix d'une ampoule de 5 millilitres de TXA, alors que le prix de la présentation de 10 millilitres correspond au prix d'une ampoule de 10 millilitres de TXA. Ainsi, pour calculer le coût d'un traitement de l'HPP, il faut deux ampoules de 5 millilitres pour obtenir la dose équivalente à une ampoule de 10 millilitres. Voyons maintenant ce que cela représente en termes du traitement. Ok. Comme vous pouvez le voir, lorsque un programme achète du TXA pour le traitement de l'HPP, le passage à une présentation de 10 millilitres peut générer des économies immédiates, notamment si le prix final du 5 litres s'approche du prix élevé montré sur le graphique. Donc, les options de 10 millilitres pourraient être, bien entendu, moins chères. Mais, mais les prestataires sont-ils favorables à ce changement? En définitive, ce sont eux qui utilisent le PXA. Une fois quand la femme saigne, chaque seconde compte. Donc, nous avons interrogé les prestataires pour savoir ce qu'ils préféraient. Nous avons diffusé une enquête en ligne par l'intermédiaire de notre partenaire Frigo. Nous avons reçu entre 94 et 130 réponses provenant de 23 pays et c'était des représentants des professionnels exerçant à différents niveaux des systèmes de santé. Les résultats montrent une préférence très nette pour la présentation de 10 millilitres, avec 91% qui disent qu'ils déclarent préférer une ampoule de 10 millilitres. Lorsqu'on pose la question pourquoi ils préfèrent les ampoules de 10 millilitres, 60% ont indiqué que la présentation de 10 millilitres, c'est parce que c'est plus facile à préparer et à administrer. 16% ont répondu qu'elle réduit le risque d'erreur de dosage. 13% ont indiqué qu'elle permet une administration plus rapide. Pour conclure, retenons les principaux messages. À partir de notre analyse comparative des prix, nous recommandons un prix de lancement inférieur à 0,5 dollars américains pour une ampoule de 5 millilitres et inférieur à 1 dollar américain pour une ampoule de 10 millilitres. Ces prix seraient compétitifs pour les organisations des Nations Unies et les distributeurs mondiaux, tout en offrant un potentiel important de réduction des coûts, et ce serait aussi utile dans un marché plus large.
À part ces opportunités de faire des économies, en faisant la transition vers des ampoules de 10 000 litres, nous voyons que le prix de cette ampoule de 10 000 litres pourrait être comparable, voire inférieur à celui de la présentation de 5 000 litres. Et les prestataires de santé expriment très clairement leur préférence pour la présentation de 10 millilitres dans le traitement de l'HPP. En résumé, les travaux de Amplify ont permis d'apporter des éléments clés pour orienter les stratégies tarifaires des fabricants de TXA, de mettre en évidence les possibilités concrètes de réduction immédiate des coûts et de démontrer une forte préférence des prestataires de santé pour la présentation de 10 millilitres, une préférence qui inscrit pleinement dans la logique de réduction des coûts. Je vais maintenant laisser la parole à Beth pour la suite. Beth, à vous la parole. Merci beaucoup, Naoko, et merci beaucoup pour le partenariat que nous avons eu, dont nous avons profité avec Amplify, et tout le travail dur que vous avez fait pour cette analyse comparative des prix et aussi pour la génération des données que vous venez de présenter. Ce sont des intrants très utiles pour l'avancement du projet. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être avec vous et je suis contente de saisir cette opportunité de vous présenter le projet MedSure. Comme a dit Naoko, MedSure, c'est un projet financé par United et fait partie du cadre de fabrication de United et ça fait partie du portefeuille de projet ayant pour but d'accroître accès aux produits dont la qualité est garantie tout en garantissant que les produits soient abordables. Donc, le projet a commencé l'année dernière en juillet. Donc, le projet n'a qu'un an et va continuer jusqu'à 2029. Et quelques partenaires qui nous soutiennent avec différents aspects de ce projet sont listés ici. Une fois de plus, l'objectif du projet est d'assurer un accès large et équitable à des produits de santé avec qualité garantie et les produits abordables pour le paludisme, le VIH-Sida et la santé maternelle. Donc, le projet cherche à soutenir les fabricants pour développer leur entreprise, attirer les investissements pour un impact plus important, mais nous voyons aussi les environnements favorables pour faciliter les accès sur le marché et pour les harmoniser. Et nous nous penchons également sur la résilience climatique et la décarbonisation dans la fabrication pour améliorer l'efficacité et la durabilité. Et en fin de compte, nous espérons que cela va aussi avoir un impact sur l'abordabilité des processus de fabrication. Donc voilà le soutien technique que nous offrirons aux fabricants et ça sera tout au long de la chaîne d'approvisionnement, c'est-à-dire chimie, fabrication contrôlée. Donc, nous allons améliorer les processus de fabrication des fabricants sélectionnés. Je ne vais pas tout lire parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous voyons l'appui. Nous avons pour objectif de fournir l'appui aux fabricants à travers l'amélioration de leur processus. Nous allons apporter un cadre réglementaire et cela va les aider à accéder plus facilement les nouveaux marchés. Et en ce qui concerne un autre aspect réglementaire, c'est la sollicitation des approbations pour le marché, la préparation des dossiers, la sélection des CRO en faisant des études sur la biodisponibilité et nous allons également étudier l'aspect de la durabilité. Et puis un autre aspect, c'est l'accès où nous faisons un partenariat très concret avec Amplify et nous voyons les marchés in- en développant des bases de données, en travaillant avec de nouveaux fabricants pour élaborer de nouvelles stratégies et de nouvelles interventions pour la commercialisation. Et nous les soutenons dans cette approche. Donc voilà les axes d'action que nous avons, que nous cherchons à proposer. Et en ce qui concerne notre présentation, notre webinaire, je vais vous parler de où nous en sommes en ce qui concerne le TXA. L'année dernière, nous avons fait une demande d'information pour auprès des fabricants qui produisent la citronnexamide
et il y avait une demande de proposition et les fabricants ont répondu à ces demandes de proposition. Et ces réponses ont été évaluées selon les critères techniques, y compris les capacités techniques de fabrication, la conformité réglementaire, capacité à fabriquer et aussi la fourniture des produits spécifiques et aussi la compétence de gestion globale. Et puis, nous avons créé une liste avec United et nous avons considéré d'autres facteurs supplémentaires tels que la zone lieu géographique et les volumes produits par année et la demande régionale. Et puis, nous avons soutenu deux fabricants, Tassa Pharma au Kenya. Ils fabriquent et vendent au Kenya et ils exportent vers d'autres pays, quelques autres pays. Et l'appui jusqu'à date a inclut une préparation d'audit pour une préqualification par l'OMS qui a été réalisée en juin. Et avec la pharmacopée des Nations Unies, il y avait un soutien pharmaceutique pour le produit TXA pour préqualification. Et c'était la dernière étape. Et euh, si tout va bien, cette année, nous aurons l'un des fabricants africains ayant des produits préqualifiés par l'OMS. Et puis, nous allons continuer à les appuyer sur leur stratégie du marché plus élargie, y compris le soutien réglementaire, lorsqu'ils cherchent à élargir vers d'autres marchés. Et il y a un autre fabricant que nous soutenons qui lance leur produit, c'est Fitson Healthcare au Nigeria. Donc, nous les soutenons avec la soumission du dossier à préqualification OMS que nous prévoyons le faire d'ici au novembre de cette année. Donc, ce sont les stratégies pour le développement du marché. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre temps. Vous m'avez permis de partager les détails sur Medshare et de parler des progrès à atteindre. C'était super. Cela nous a permis de voir comment les produits coût, efficacité pourraient être euh, introduits sur le marché. Euh, et c'est au-delà de notre portée de travail et on a appris beaucoup de choses grâce à nos deux experts. Merci beaucoup. Donc, pour notre prochaine séance, nous accueillerons deux éminents collègues qui partageront l'expérience de la République démocratique du Congo. Ils vont partager leurs enseignements du projet Amplifie euh, pour commencer le processus du passage à l'échelle en RDC de Texas. Nous avons le docteur Chibinda Deogracias et la docteure Chantal Lusikila. Docteur Chibinda est médecin et spécialiste. Il a 15 années d'expérience. Il appuie le ministère de Santé et il euh, dirige la mise en œuvre du projet Amplifie en accompagnant l'introduction et le passage à l'échelle du paquet d'intervention recommandé par l'OMS. Docteur Chantal est médecin diplômé de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa. Euh, Elle était directrice du Programme national de santé de la reproduction et elle possède une vaste expérience dans la gestion et la mise en œuvre de programmes de santé maternelle et infantile. Cette session se déroulera en français. Veuillez choisir le canal d'interprétation si vous avez besoin des services d'interprétation. Donc, nous allons passer la parole au docteur Chibinda et au docteur Chantal. Merci beaucoup, Eva, pour cette excellente présentation, ainsi qu'au docteur Chantal, qui représente la République démocratique du Congo.
J'aimerais poser quelques questions en lien avec l'expérience de la RDC dans l'introduction et la mise à l'échelle de l'approche émotive et de manière particulière sur les TXA, l'acide tranexamique. Euh, alors que la RDC s'engage dans la mise à l'échelle de l'utilisation de l'acide tranexamique, conformément aux recommandations de l'OMS et aux enseignements du projet AMPLI, quelles stratégies sont envisagées pour garantir un financement durable de son approvisionnement? Plus précisément, comment le ministère de la Santé prévoit-il d'assurer que toutes les formations sanitaires offrant les services d'accouchement disposent de TXA afin de mettre en œuvre de manière pérenne les paquets complets de prévention et de prise en charge de l'hémorragie du postpartum? Merci. Chantal, à vous la parole. Merci beaucoup, docteur Deo, pour cette question qui est vraiment très importante. C'est une question qui est au cœur de la stratégie de pérennisation, comme nous l'avons toujours dit, des projets, des acquis du projet. Alors, la RDC, qui est notre pays, capitalise sur les acquis du projet en pour accélérer la mise à l'échelle des recommandations de l'OMS. Alors, les données probantes générées soutiennent l'intégration progressive des innovations dans les politiques nationales, tandis que le plan de mise à échelle, la quantification, le besoin, euh, le renforcement des capacités, la supervision et l'engagement communautaire contribuent à garantir une mise en œuvre durable et de qualité. Ça, c'est au niveau pays. Néanmoins, notre priorité est de garantir un financement durable afin que toutes les femmes puissent bénéficier du paquet complet de prévention et de prise en charge des HPP. Et cela dans le cadre de l'approche émotive. Pour cela, le pays s'appuie sur plusieurs mécanismes qui sont complémentaires. Premièrement, le gouvernement renforce progressivement le programme de gratuité de la maternité dans le cadre de couverture santé universelle. Ces programmes visent à offrir gratuitement le service de santé maternelle et néonatale, y compris de médicaments essentiels pour la prévention et la prise en charge des HPP, dont l'acide tranexamique. Deuxièmement, il y a l'intégration du TEXA dans la liste nationale des médicaments essentiels au niveau pays, dans les guides ainsi que les politiques, pourquoi pas dans le plan stratégique des programmes et directions clés qui représentent une avancée assez importante, très importante au niveau pays. Elle permet alors au ministère de la Santé de mobiliser plus efficacement l'appui des partenaires, dont l'INEPI, qui est notre premier partenaire qui importe le produit de santé SR. Troisièmement, à travers le plaidoyer et la vulgarisation des acquis du projet, des politiques et des guides nationaux, nous encourageons les secteurs privés qui constituent déjà une source complémentaire d'approvisionnement, contribuer à améliorer la disponibilité des TEXA, notamment dans les zones urbaines. Alors, bien entendu, les défis subsistent, ça c'est vrai. Les ressources nationales restent insuffisantes au regard des besoins d'un pays aussi immense que le nôtre, et la dépendance aux partenaires demeure majeure. Alors, c'est pourquoi les plaidoyers, la mobilisation des ressources et le renforcement du leadership national restent des priorités. En définitive, notre mission est claire: faire en sorte que l'acide tranexamique, comme l'ensemble du paquet e-motive, ne soit plus une innovation portée par un projet, mais plutôt une composante intégrée, financée et durable du système de santé congolais, en fait de sauver davantage de vies maternelles, pourquoi pas néonatales, par ricochet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chantal. Je vous poserai une deuxième question. En RDC, certaines zones de santé ont déjà acquis une expérience pratique dans la mise en œuvre des recommandations de l'OMS pour la prise en charge de l'hémorragie du postpartum intégrant la TXA, tandis que d'autres zones de santé pas encore. Comment le ministère de la Santé capitalise-t-il sur les leçons apprises, les bonnes pratiques et les données probantes générées lors de cette première expérience afin d'orienter et d'optimaliser
le déploiement du TXA et du paquet complet de prise en charge des hémorragies des postpartum. À vous. Merci beaucoup pour cette deuxième question. Alors, comme on dit, notre pays, la RDC considère le projet Ampli comme une étape déterminante ayant généré des données probantes et de l'expertise nécessaire à la mise à échelle des recommandations de l'OMS. S'appuyant sur ces acquis, le ministère de la Santé met déjà en œuvre dans plusieurs provinces un plan national de mise à échelle de l'approche emotive qui fait intervenir les TXA et ainsi que de ces produits, notamment, comme je dis là, l'intervention de notre produit que nous appelons l'acide tranexamique. Alors, notre première priorité est de capitaliser sur les enseignements du projet en plus. Alors, le résultat ont démontré la faisabilité, l'acceptabilité et l'efficacité des innovations qui ont été introduites au niveau. Alors, ces données servent désormais de base scientifique pour orienter les décisions nationales ainsi que planifier cette extension que nous voulons tous. Deuxièmement, qui est notre deuxième priorité, notre deuxième priorité est l'intégration de ces innovations dans les systèmes de santé. Alors, les recommandations sont progressivement intégrées dans les politiques nationales, les directives cliniques ainsi que le protocole de soins, les outils de supervision et les systèmes nationaux d'information sanitaire. Donc, il y a déjà des données que nous sommes en train de pouvoir récolter. Alors, parallèlement, il y a un plan national de dissémination et de vulgarisation qui est mis en œuvre. Et c'est là pour assurer une appropriation harmonisée à tous les niveaux du système de santé. Il y a également des réflexions qui se font, qui sont en train d'être menées pour actualiser les curriculums de formation médicale, pour tenir compte de ces innovations. Ça, c'est au niveau vraiment de base. C'est au niveau des items des universités. Alors, il y a des renforcements des capacités qui constituent également un biais essentiel grâce au projet Ampli. La RDC dispose déjà aujourd'hui d'un pool de formateurs nationaux et provinciaux qui maîtrisent très bien l'approche emotive grâce à l'expérience que l'Ampli a donnée à tous. Et ces réseaux permettent de déployer une stratégie de formation en cascade dans les nouvelles provinces et des zones selon le plan de mise à échelle. Donc, bien entendu, les défis n'émergent, ça c'est vrai, et notamment en matière de financement durable et de chaînes d'approvisionnement, les coûts logistiques qui sont très élevés au vu de l'immensité de notre pays. Alors, là, nous avons également des infrastructures qui sont vraiment limites. Et nous pensons qu'avec l'appui de tous, nous pouvons arriver à tenir tête à cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Chantal, pour vos réponses très claires et pertinentes. Elles illustrent parfaitement l'engagement de la RDC en faveur de la mise à l'échelle des recommandations de l'OMS et de manière particulière l'acide tranexamique qui apporte des enseignements précieux pour d'autres pays. Merci beaucoup. À vous, Merci Eva. beaucoup. Merci beaucoup, docteur Chantal et docteur Tibida. Vous êtes des collègues incroyables et cela a été très utile pour nos participants pour apprendre beaucoup de votre contexte. Donc, je sais qu'il y a beaucoup par votre récit et tout ce que vous faites depuis tout le temps. Chers collègues, nous n'avons pas plus de temps pour faire la partie questions-réponses. Nous avons quelques réponses. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur amplify.org. Vous pouvez nous envoyer vos questions par mail et nous y répondrons. Merci. Et en attendant, avant que vous quittiez, veuillez saisir cette opportunité de cliquer sur le code QR que vous voyez ici. Si vous n'avez pas écouté les autres webinaires de cette série, ça c'est le 5e. Ce code QR vous donnera accès à l'ensemble des enregistrements. Et en dernier lieu, avant de vous dire au revoir, nous vous invitons à scanner le code QR à gauche de votre écran. Ça, c'est le journal national de gynécologie obstétrique, le journal de gynécologie. Et à droite, vous avez aussi
la lettre d'information, infolettre sur les essais cliniques des femmes. Vous avez trois codes QR codes et en milieu, c'est celui de placer la plateforme de Amplify où vous trouverez les enregistrements des webinaires. Merci à toutes et à tous de vous être connectés. Je remercie tous les intervenants qui ont fait de grandes contributions. Merci beaucoup à vous tous. Merci et bonne journée à vous.